Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans Intégral Foot, votre rendez-vous de la semaine, chaque jeudi, 19h10 sur la web radio Vie Lumière. Juste, je tiens à le préciser, cette émission a été enregistrée le mercredi. On est mercredi, ça a été enregistré donc le jour à quelques minutes du match PSG Strasbourg. Donc tout ce qui va être dit, ça sera avant PSG Strasbourg. Juste en cas de catastrophe ou quoi qu'il arrive, cette émission a été enregistrée avant. Comme ça, tout le monde est au courant. Ce soir, donc très rapidement, je suis avec Xavier Coulant, le maestro de l'émission. Bonsoir Xavier. Bonsoir à tout le monde, je te filerai ton chèque. Et Lloyd du Château, comme d'habitude. Lloyd. Bonsoir Béchir, bonsoir à tous. Et le nouveau venu, la recrue, Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir tout le monde. Bienvenue donc à toutes et tous dans Intégral Foot. Et on va commencer très rapidement cette émission. Le premier débat ce soir. On a vu, c'était il y a quelques jours, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Real PSG, mission impossible ou pas, selon vous les amis. Et je vais commencer par toi, Xavier. Bah moi je vais être très clair. À la limite je préférerais, comme je connais un peu les goûts de tout le monde, qu'on commence par Lloyd. Ça permettra de rebondir sur Lloyd. Parce que je sens qu'on va pouvoir lui rentrer dedans à Lloyd. Alors on va sur Lloyd. Moi, je pense que c'est le meilleur tirage qu'on pouvait avoir. Déjà, parce qu'on va prendre l'équipe qui est favorite depuis année, ils gagnent depuis 2 ans de suite. La deuxième chose, c'est que ça va nous permettre de nous renforcer au mercato d'hiver, coûte que coûte. On va devoir faire les changements qui étaient nécessaires. La troisième chose, c'est qu'on affronte le Real, qui cette année n'est pas le Real des deux années précédentes, qui s'est pas renforcé, qui a des absents récurrents, entre parenthèses Bale, qui a pas su compenser non plus son gardien, qui a des problèmes au niveau de sa défense avec Varane qui est souvent blessé, des problèmes à droite avec Carvajal. Donc c'est la meilleure année pour les prendre, ça oui. Après, si Paris voulait de toute façon gagner la Ligue des Champions comme on le veut, il faut battre les meilleurs. Moi je pense que l'an dernier on est pas loin de passer à l'exploit de battre le Barça. Cette année, si on bat le Real, on montre à tout le monde que c'est fini, l'ère de Paris passe pas l'écart, passe pas les huitièmes, parce que là on aura battu le Real. Donc moi je vais rebondir sur ce que tu dis. Donc je suis d'accord avec toi, c'est que un endroit où on peut être d'accord avec toi, c'est que pour gagner avec des champions, c'est clair qu'il faut sortir des gros, à moins d'avoir de la chance au tirage ou de tomber sur un gros en quart ou en demi à la limite. Après, moi je pense que c'est quand même en huitième de finale. Toi, si tu avais eu j'ai entendu Pierre Ducrot en parlait, je suis assez d'accord avec lui. Si tu avais un tirage intermédiaire où tu tombes sur par exemple un Séville ou un Bâle qui te semble un peu plus abordable, et à la limite, tu vois, et tu tapes le Real en quart ou en demi, ça serait quand même dur. Mais de te les taper quand même en huitième, c'est ça qui est difficile. Après, le pire des tirages, je sais pas, mais l'un des pires, oui, c'est sûr. Parce que bon, je pense que si tu tombes sur City, c'est pas beaucoup plus facile. Si tu retombes sur Barcelone, psychologiquement, ça peut faire ou alors l'effet inverse de ce qu'on pense, dire on veut se venger de la saison dernière, ou alors psychologiquement difficile à aborder ce match. Après, voilà, comme tu dis, Lloyd, je suis d'accord avec toi. S'il faut faire un exploit, là c'est là qu'il faut taper du poing sur la table, parce que tu vois beaucoup qui déjà parlent de l'élimination du PSG, et peut-être que là, au moins certains qui se moquent déjà d'avance, si le PSG tape un gros coup, tout de suite ça permet de placer, tu sors le double tenant et là tu tapes un gros coup. Par contre, il va falloir qu'il soit carrément au niveau, parce que je pense que sur les allers-retours, il faut que tu sois bon sur les 2 matchs pendant 90 minutes, parce qu'en face, ils seront là, c'est sûr, et le PSG devrait être à 100%, voire plus de 100% pour poser problème au Real, tu vois. Il va falloir vraiment faire sortir 2 grosses parties pour ma part. Thierry, ton avis? Alors pour moi, c'est comme dirait Lloyd, c'est un tirage difficile, oui, mais pas si difficile que ça en a l'air. Parce que je pense que le Real, ça reste le Real, ça reste 12 ou 11 Ligues des Champions de remporter. Ça reste une grosse équipe, ça reste l'équipe avec Cristiano Ronaldo, avec la BBC, avec les 5 ballons d'or qu'on nous rabâche toute l'année, le double tenant du titre aussi. Oui, c'est compliqué, mais le Real aussi a perdu. C'est ça la différence, c'est qu'ils ont beaucoup perdu avec les départs de Pep qui n'ont pas su remplacer, les blessures récurrentes de Bale qui est affolant de blessures, de fragilité, qui est inconstant aussi. Les méformes de Cristiano Ronaldo, les soucis, les tracas personnels de Benzema qui se demande s'il doit jouer encore en équipe de France ou non.
Je pense que ça peut tirer un avantage pour Paris parce que Paris n'a rien à perdre, entre guillemets, que Paris s'est bien grassement renforcé et aura le temps de se renforcer encore plus, notamment dans des secteurs de jeu où il est déficient, notamment au milieu de terrain défensif. Je pense que avec le mercato de janvier, pour te renforcer, on va y revenir. On va y revenir. Pour te renforcer, il va falloir que des mecs qui puissent jouer la Ligue des Champions. C'est pas évident de trouver des mecs qui puissent jouer, parce que tu dis que Paris va se renforcer au milieu, mais qui puissent jouer face au Real, tu vois. Faut qu'ils soient qualifiés pour la Ligue des Champions, les mecs. On va pour le mercato, on va y revenir après. Ouais, tout à fait. Après, moi, je veux juste revenir sur un point. Neymar, on l'a recruté parce qu'on doit franchir un palier. Cette année, Neymar, il est 3e au Ballon d'Or et il est encore derrière Messi et Ronaldo. Il élimine Ronaldo en 8e de finale. Imaginez, Paris sort le Real en 8e de finale. Pour Neymar, le Ballon d'Or, c'est tout droit. Il n'y a qu'une seule étape après, c'est la Coupe du Monde. Mais s'il bat le Real, parce que après, de toute façon, on sait très bien que ce sera lui, Messi. S'il y en a un des deux qui perd en 8e, c'est soit Neymar, soit Ronaldo va perdre le Ballon d'Or sur ce match. Après, c'est un autre débat, mais bon, après, tu passes les 8e et tu te fais sortir en quart contre une autre équipe. Je suis pas sûr, toi, pour avoir le Ballon d'Or, faut que tu ailles au bout ou tu la remportes. Oui. Toi, c'est pas parce que tu bats le Real en 8e que... il l'aura perdu. Après, c'est sûr que je suis d'accord. Juste pour, c'est sûr qu'en 8e de finale, par contre, ouais, si tu les sors, là, tu tapes un grand coup. Et c'est sûr que Neymar, moi, je suis d'accord avec ce que vous disiez là, tous les deux. Thierry et Lloyd, c'est que si t'attends Neymar, c'est bien sûr un match comme ça, ils l'ont pris pour faire franchir un palier au PSG, et c'est clair, c'est sur ces deux matchs-là qu'on va l'attendre pour essayer de faire franchir un palier au PSG. Mais moi, c'est pas trop devant que je suis trop inquiet pour le PSG. Moi, c'est plus le milieu et la défense où je suis pas rassuré à 200%. Sur un gros match où tu te fais rentrer dedans, voilà. Et sur le banc, oui, t'as raison. Plus sur le banc. C'est plus Emery qui me fait peur sur des matchs comme ça avec des stats. Donc on peut me dire c'était Séville, c'est cela. Pour moi, Emery, à chaque fois qu'on a pris un match retour, donc là il y a Munich, à chaque fois qu'on a un match retour, on est attendu, on a fait un bon match à l'aller, on perd. Ça soit le Barça, la remontada, mais là cette année pour moi, j'ai été au match à Munich et quand on est dans la tribune, on entend tous les supporters à 1-0 se dire on reprend là, ce qu'on a fait au Barça. Tout le monde y pense encore, on l'a dans la tête et les joueurs l'ont encore dans la tête. Pour moi, Emery, c'est lui qu'il faut en premier. Là, on a un coup à faire, c'est Carlo Ancelotti. Et il faut prendre Ancelotti pour dire voilà, le Real, vous vous rappelez, c'est lui qui vous a fait gagner à Décima. Tu fais Ancelotti, tu ramènes Ancelotti à Bernabeu. Je pense que même Zidane, il va cailler devant tout le monde. Est-ce que aujourd'hui, le fait, en parlant de match aller-retour, est-ce que le fait que pour, je crois, la première fois en 4-5 ans du PSG en Ligue des Champions version Qatari, que le match retour, c'est chez nous? Est-ce que c'est un avantage aujourd'hui? Parce que je me souviens, le retour à Chelsea, le retour c'était à Chelsea il y a 3 ans, c'était à Barcelone à chaque fois. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un avantage? Parce que j'imagine pas qu'une remontada, que si la remontada avait lieu au parc, ça serait impossible qu'il y ait une remontada. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce que c'est un avantage pour vous aujourd'hui? Attention, je vais parler en vieux, mais avec le PSG, rien n'est impossible. Ce qu'on dit impossible n'est pas français, mais avec le PSG, encore pire. Hein. Donc on sait jamais. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est l'avantage de finir premier, c'est que au retour, tu reçois. Après, faut pas te louper sur le match aller. C'est assez clair. Le match aller, si tu reviens, par exemple, que tu as pris tu sais, même un 1-0, 2-0, un 3-1. Bon, un 3-1, c'est ce qui était arrivé au PSG Real en 93 là. Ouais. Et l'exploit a été fait au retour. Au retour, si tu gardes toutes tes chances de te qualifier, au retour à domicile, c'est clair. Tu vois, tu peux faire un exploit. Et par contre, faut quand même pas te louper sur le match aller. Mais on peut pas dire que c'est pas un avantage de recevoir. Bien au contraire, le retour. Même si il y en a qui vont dire que maintenant, de jouer à domicile à l'extérieur, je pense que le Real n'aura pas peur d'aller au Parc des Princes. Mais bon, ça peut jouer un petit peu quand même. Mais moi, là où je rejoins Lloyd sur ce qu'il dit, quand il dit que c'est un bon tirage, moi je suis pas d'accord avec lui parce que c'est un tirage difficile, mais en même temps, c'est un tirage où, même si on rate, même si on est éliminé, pour moi, il y a pas de, on va pas venir dire aux joueurs, vous vous êtes fait éliminer, ou ça ne marche pas, ou ça reste quand même le Real, les amis. C'est pas Porto, c'est pas, je sais pas, mais c'est pas Séville. Donc, mais ils vont dire si tu te fais éliminer par le double tenant du titre, l'actuelle meilleure équipe du monde, même si ils sont en méforme actuellement, mais tu te fais éliminer par le grand Real Madrid, qui est aujourd'hui potentiellement, peut-être, ils vont la jouer, ils vont éventuellement la gagner. Donc
il n'y a pas de honte à se faire éliminer par Madrid. Même si. Ouais, mais après, ils te diront que t'as pas réussi encore. Dès que la marche est un peu haute, que tu tombes sur un gros, bah, que t'as encore pas fait l'exploit. C'est ce qu'on te dira. Après, comme certains, j'ai entendu, je crois que c'est Eric Dimeco qui disait, ou Riolo, je sais plus, l'un des deux. Le souci, c'est comment tu sors du match. Tu te fais éliminer par le Real, mais tu fais 2 gros matchs, et ben, ça peut arriver, toi, et puis que tu te fais sortir. Si tu te fais sortir d'une manière où t'as pas joué, t'as pas été au niveau, c'est aussi les circonstances dans lesquelles tu te fais sortir. Mais je pense que tu peux pas aborder le match en disant ouais, on n'a rien à perdre, c'est pas grave si on se fait éliminer, c'est Real en face, parce que quand tu veux gagner la Ligue des Champions, bah les mecs, faut qu'ils montent, bah voilà, on est là. C'est une fois encore, s'ils sont pas au niveau, bah on leur ressortira ça, parce que toi, le match au Bayern, Lloyd, tu y étais, tu pourras peut-être en parler un peu tout à l'heure. On dit c'est pas grave, ils finissent premier de la poule, un match de poule c'est différent, ils prennent pas pareil que si c'est un aller-retour, mais ça fait peur quand même, parce que moi je les ai trouvés quand même inquiétants. À un moment, je me suis demandé s'ils n'allaient pas se faire remonter sur la première place, à 2-0 à la mi-temps, honnêtement. Lloyd, quelque chose déjà, donc pour le match de Bayern, ouais, de toute façon, on le voit, hein, les joueurs, dès qu'il y a un pet dans leur système, dès qu'ils prennent un premier but, comme ça a été le cas à Munich, comme ça a été le cas à Barcelone l'an dernier, ils prennent le premier but aussi rapidement, ils sont perdus sur le terrain. On m'a dit Dani Alves va venir en patron, effectivement, en Ligue 1, il l'a fait, patron. Moi, je l'ai vu contre Munich, c'était la cata. J'ai vu Kurzawa, c'est dangereux. Jouer avec Kurzawa, c'est limite donner une cartouche en plus à nos adversaires. Et le milieu, bah, il n'y a pas de patron au milieu, même si Verratti essaye de les tenir. Pour moi, le seul qui a su tenir au milieu, son poste au milieu, c'était vraiment Verratti. Rabiot a fait un bon match en se projetant un peu plus, mais derrière, il a tellement d'échecs à Munich, c'est pas normal. Et notre attaque n'a pas été flamboyante, on a joué que sur des individualités. À Munich, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, on l'a refait à Munich. On a refait une remontada à l'envers. Et toi, t'étais avec les supporters parisiens, toi, en plus, dans la tribune des Parisiens. Et tu t'as senti une inquiétude, toi, Ah oui. Vraiment bah, à 1-0, quand ils ouvrent le score, tout le monde commence à se dire on va se manger une remontada, on va être deuxième. Tout le monde. Donc t'as les ultras qui eux font les marioles, qui derrière continuent à penser que voilà, hein, ils sont là pour encourager, on est là pour encourager, on restera jusqu'à la fin du match. Mais à 2-0, c'est le silence dans le stade. Pendant 10 minutes, on n'entend plus un bruit du côté des supporters parisiens. Mais c'est normal d'être pessimiste après ce qui s'est passé. Parce que quand même, la remontada, c'est un choc. Hein. Faut le dire. Après, aujourd'hui, c'est un choc. Et donc, il faut du temps pour et tu sais pas s'ils sont guéris de ça. C'est ça qu'on se pose la question. Et je pense moi que c'est important parce que tu sais pas s'ils sont guéris de ça. Et psychologiquement, moi, je suis pas sûr que si tu me parles de match au Real, à l'aller, tu prends un but dans les premières minutes, tu sais pas comment ils vont réagir. Toi, ça peut aller vite. C'est ça. Ouais. Là, c'est où c'est un gros test parce que tu peux voir la réaction qu'ils ont. Tu te poses la question. Terry, à toi. Si tu as quelque chose à rajouter sur le sujet. Oui, je voulais dire que déjà 2 petites choses. Je voulais dire par rapport au Ballon d'Or pour Neymar, c'est vrai que ça sera peut-être la ligne directe pour le Ballon d'Or, mais je n'écarterai pas aussi Dybala aussi, qui est aussi son plus gros adversaire avec Mbappé pour le Ballon d'Or. Ça, c'est une première chose qui est... Comment ? Pas cette année. Là, cette année, ils sont loin. Même la Juve est pas très terrible en championnat italien. La Ligue des Champions, ça passe juste. Il n'a pas encore la notoriété de Neymar sur le plan européen. Non, puis Dybala, si je peux me permettre, Thierry, avant, je te laisse la parole après. Dybala, justement, il y avait un ami de la station, Simone Rovera, qui en parlait lundi dans l'Afterfoot. Et justement, il paraît que ça va très mal. Il a démarré très fort le championnat. Et je crois qu'il y a un chiffre, je crois qu'il est sur les 10 derniers matchs. Il me semble quelque chose comme 2 buts, alors qu'il avait démarré très fort la saison. Il n'est pas bien du tout en ce moment. Et il a même été encadré par Nedved. Hein, donc, Ouais, exactement, oui. Parce qu'on m'a dit apparemment Dybala, c'est l'extra sportif qui gêne énormément Nedved. Mais ça, c'est un autre sujet. Il peut venir à Paris alors, c'est bon. Il peut venir au PSG. C'est plutôt du côté de la tenue blanche qu'on met sur la tarte au citron qu'on parle. La belle tenue blanche de la belle robe de mariée qu'on met, qui est en Espagne. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais après, je me dis que le Real, que c'est à la fois prenable, mais à la fois compliqué parce que tu peux pas te faire d'idées réelles et précises du jeu, et c'est du jeu qu'a cette équipe, parce que cette équipe est tellement bizarre entre guillemets et il y a tellement d'incertitudes avec notre équipe qui est le PSG que ça en est même troublant, parce qu'on se dit que c'est peut-être 50-50, mais d'un côté je me dis, est-ce que c'est pas mieux d'avoir le Real maintenant tout de suite pour avoir éliminé un gros, d'avoir le match référence de Unai Emery,
Parce que je t'avoue que le 3-1 m'a énormément déçu, parce que je t'avoue aussi le 2-0. Quand j'étais devant ma télé, j'ai pensé tout de suite à la remontada, qui est un gros traumatisme encore présent dans ma tête et qui ne sortira pas de sitôt. Je me dis que le Real, c'est bien maintenant, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le Real, avec qui nous mettent le petit 1-0, comme ils ont fait la dernière fois qu'on les a rencontrés sous blanc en phase de poule, où ils ne gagnent miraculeusement avec les loupés de Cavani, les occasions loupées de Zlatan, ou la frappe sur le poteau de Ratou, voilà, etc. Je me dis que c'est possible que Paris accroche le Real, parce que le match 0-0 au Parc peut aussi donner des regrets. On peut citer l'équipe, il y avait quand même Serge Aurier. Je pense que quand même que Dani Alves est meilleur que Serge Aurier, enfin sans faire offense à Serge Aurier. Hein. Largement meilleur que Serge Aurier, oui. Continue. Et dédicace à Serge. Je pense que notre équipe est meilleure et a peut-être une chance de passer et qu'il faut la saisir à fond. Mais que ça peut être à double tranchant ce match, parce que je me dis que ça peut aussi mettre un coup au moral si jamais on prend 3-0 ou 4-0 comme une remontada, quoi. Non mais pour moi aujourd'hui, et je vous pose une question à tous, est-ce que vous préférez jouer un Real ou un Barça ou un Bayern, ou un gros, une équipe du top 3 mondial, et de vous faire potentiellement éliminer, pas avec une remontada, mais avec un bon résultat, un 2-1, un 3-1, un 0, de bien se faire éliminer normalement, pas d'humiliation comme l'année dernière, ou de jouer un huitième de finale contre Beşiktaş, un quart de finale contre Porto, des demi, et puis derrière de retrouver un gros en demi. Déjà, même si on la gagne cette année-là, ça sera... et nous-mêmes, on se moque des Marseillais, entre guillemets. Ah, mais justement, ils l'ont gagné. Pour leur Ligue des Champions. Ils ont joué face à des équipes, entre guillemets, de merde, sauf en finale. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de mérite de jouer des vraies équipes? Moi, je veux qu'on prenne des vrais. Voilà. Et parce que de toute façon, il y a une chose simple. Vas-y. Le Real, moi j'ai regardé donc leurs stats sur les 3 dernières années en 8e. Donc il y a une défaite à Naples au match aller. Donc ils perdent à Naples, ils perdent contre Wolfsburg. À chaque fois, le Real, en 8e de finale, c'est le match où il tremble le plus. Il a fait une remontada contre Wolfsburg, il a pris contre Naples, ça a été très très tendu et il passe de justesse sur des exploits de Ronaldo. Mais après, ils sont lancés. Des grandes équipes, vaut mieux les prendre. Le Barça, on a eu l'exemple l'an dernier où ils doutaient, on les a pris à l'aller, on leur met 4-0 et dans n'importe quel, on rejoue le match retour, je suis sûr qu'on le perd pas. Maintenant, je pense que là, le plus gros défaut du PSG à l'heure actuelle pour les matchs attention contre des grosses équipes, c'est Unai Emery. C'est un très bon entraîneur, mais dès qu'il y a de la tension, dès que c'est un peu tendu, il n'arrive pas à gérer le groupe. Ouais, mais je pense que c'est ça. Par contre, je suis pas d'accord. C'est que, alors déjà qu'on dit le match de référence, tu disais Thierry, malheureusement, tu es obligé de le citer. Le match référence, c'est quand même le 4-0 contre le Barça, le match aller, au Parc. C'était un gros match qu'ils ont fait. Après, ils se sont loupés sur le retour. Et moi, Unai Emery, moi, je me permettrais pas de le juger, mais bon, peut-être que lui aussi, il y en a qui lui reprochent la nervosité, qui gère peut-être mal ses matchs quand c'est mal parti. Mais c'est surtout les joueurs sur le terrain. À un moment, les joueurs, même le match retour au Barça, ou même là contre le Bayern, tu vois que les mecs, à un moment, faut se bouger un petit peu, quoi. T'as l'impression qu'ils sont livides, quoi. Ils sont livides, les mecs. C'est à eux de se bouger un petit peu aussi. Je veux bien le problème de l'entraîneur, mais c'est les joueurs. En plus, t'as pris des joueurs qui ont quand même de l'expérience, qui sont censés avoir du caractère. Et des fois, il y a des matchs, t'as pas l'impression, ils se réveillent pas. Moi, je veux sortir une anecdote donc le match au Bayern. À la mi-temps, Unai Emery, il est revenu donc sur le banc à la 50e, 52e minute, à peu près. Quand il revient, donc on reprenait la deuxième mi-temps, on avait repris le jeu, on avait repris la possession, on se rappliquait. Moi, je revoyais le PSG qui pouvait dominer. On met le but dans la foulée, le 2-1. Et Unai Emery revient, il y a donc avant le 2-1, mais il revient et on voit que les joueurs restressent. Les joueurs sont de nouveau perdus du moment où Unai revient sur le banc. Unai, il s'est précipité, il a crié, il a fait beaucoup de gestes, ça a énervé. Donc à un moment, il y a Dani Alves qui l'a regardé, qui a dit tais-toi. On le voit bien, Dani Alves le fixe et lui demande de se taire. Et c'est à ce moment-là qu'Unai Emery se rassied sur le banc. Donc c'est des images qui, comme je dis, ça donne une idée que pour moi aujourd'hui, Unai Emery peut être un problème pour le PSG dans les matchs à intensité où il y a de la pression. Si on met le but d'office, on est tranquille parce que les joueurs, ça y est, ils ont pris la possession, ils ont pris le jeu à l'aller, ce qui s'est passé.
Et à chaque fois qu'on va avoir un problème il va monter en stress et c'est pas bon. Il n'arrive pas à gérer son stress et il le truc la chose que tu me dis là, je l'ai vu ou entendu nulle part. Enfin, c'est quand même inquiétant. Hein. Si tu as ton joueur qui te dit ça à ton entraîneur, tu te demandes qui c'est qui commande le groupe, quoi, hein, à un moment aussi. Hein. Je crois que c'est Bean qui a fait, donc juste après le match, donc on a regardé, on avait que Bean en Allemagne, et Bean a fait, donc il montre l'image où on voit Dani Alves qui fait des grands gestes à Unai Emery qui lui dit de s'asseoir. Et donc c'est après Dani Alves passe le message à Thiago Silva. Thiago Silva reprend Verratti, reprend Rabiot redescend un peu. Et on arrivait, donc ça n'a pas duré, hein, parce qu'ils nous ont mis le 3-1 dans la foulée. Donc après, les joueurs aussi ont été mauvais. Hein. De toute façon, faut pas mettre que la faute sur Unai Emery. Mais je pense qu'Unai Emery a transmis énormément de stress sur un match de poule où, comme je dis, on doit, même à 2-0, ne pas s'inquiéter. C'est même, voilà, il y a 2-0, c'est pas grave. On veut appliquer notre jeu, on l'applique. Et Unai Emery a... Mais moi, je me demande, est-ce que... Ah, pardon, excuse-moi, Xavier. Vas-y. J'allais dire, est-ce que c'est vaut mieux avoir, comme je disais, on disait, est-ce que vaut mieux avoir un adversaire, entre guillemets, ce serait pas mieux la solution de l'adversaire intermédiaire type Shakhtar Donetsk, Porto, parce que Bâle, pour moi, c'est inférieur, mais l'adversaire Chelsea, qui, moi aussi, pas facile à manœuvrer, plutôt que d'avoir la Juve, que d'avoir le Real. Est-ce que c'est... Non, mais de toute façon, moi, pour aller prendre... Ouais, je suis d'accord avec vous, mais de toute façon, pour être clair, il y a des années où tu n'as pas beaucoup d'équipes. Là, quand tu regardes cette année, moi j'en parle avec des collègues, là, il faut que tu sortes le Real. Tu peux te taper, il y a beaucoup de grosses équipes cette année. Hein. Les clubs anglais sont là, du City, du Chelsea, du Manchester, Liverpool. Voilà, Tottenham. T'as le Barça qui est encore là, t'as la Juve. Franchement, pour aller au bout cette année, il faudra pas faire qu'un exploit, on est, parce qu'il y a quand même de belles équipes. Et en plus, comme ceux qui étaient un peu les épouvantails où tu te disais bon, c'est bien de tomber dessus, c'est les Anglais qui sont tombés dessus. Donc les Anglais, t'as des chances de les retrouver en quart ou en demi. De toute façon, c'est clair qu'il faudra pas faire qu'un exploit. Et là-dessus, par contre, moi, pour répondre à ta question, Béchir, c'est que à la limite, tu arrives en demi-finale en ayant sorti que des équipes, on va dire moyennes entre guillemets, tu t'en fous. Hein. Tu arrives en demi, tu gagnes avec des champions en ayant battu comme Marseille a fait juste le Milan en finale, bah ouais, mais tu l'as gagné la Ligue des Champions. Après que voilà, qu'est-ce que tu t'en fous de sortir des gros à chaque tour ou l'essentiel c'est d'arriver au bout. Après, c'est clair que dans la Ligue des Champions actuelle, tu es obligé de faire un ou deux exploits, de sortir du lourd en face de toi, parce que bon, il y a très peu de petites équipes en Ligue des Champions, surtout à partir des huitièmes de finale. Faut être clair. Alors, pour conclure ce débat, en tout cas, après tout peut changer aujourd'hui. On peut pas réellement pronostiquer ce match. Ça dépendra du mercato de janvier, des changements qui vont être faits, de l'entraîneur, de l'état de forme des joueurs aussi. Voilà, de l'état de forme des joueurs. Du rapport de force des équipes, des résultats. Ouais. Voilà, tout peut changer. Donc là, d'ici février, beaucoup de choses vont changer. En tout cas, donc pour vous, c'est un bon tirage. Vous êtes tous d'accord? Oui. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est 50-50. Ouais. 50-50. Moi, je dirais. C'est pas un bon tirage, moi. Je dis à 60-40 du Real parce que ils ont l'expérience. Enfin. Voilà, en tout cas, on passe à l'autre sujet, le sujet préféré de Lloyd et visiblement de Thierry, le mercato du PSG. Par contre, Béchir, juste parce qu'il y a un truc que je voulais dire aussi, ce qu'il va falloir faire sur un match comme ça, enfin sur ces deux matchs-là, c'est montrer qu'on en a, tu vois, dans le pantalon, comme on dit, et que là, ils vont avoir des gens en face qui vont se donner à 200% et qui vont y aller au charbon. Et toi, ce qu'on reproche à Thiago Silva souvent, avec Sergio Ramos en face, tu auras l'exemple inverse. Et je pense c'est ce qui manque peut-être au PSG dans certaines circonstances, c'est que voilà des mecs qui tirent le groupe vers le haut, qui se laissent pas se rentrer dedans, qui remontent ceux qui sont en train de baisser la tête. Et c'est peut-être ce qui manque au PSG et ce qu'on attend de voir par exemple face au Real sur ces deux matchs-là et sur la suite. Xavier, tu ne penses pas qu'un Kimpembe peut apporter ce surplus de motivation, peut-être comme Sakho à la grande époque? Pour conclure sur le débat, comme il disait Béchir, mais moi je vois bien, mais je vois pas comment il pourrait sortir. Il va sortir qui derrière? Il va pas enlever Thiago Silva pour mettre Kimpembe. Ça me paraît mission impossible. Surtout que s'il fait ça, je pense que Alves il va aller engueuler Emery, non Béchir ou Lloyd? Non. Alves n'est pas si partisan que ça de jouer avec Thiago Silva. Ah ouais, étonnant.
Pour moi, l'impression du moins que j'ai sur les matchs où j'y suis allé, Dani Alves a su se placer en cadre, en patron. Il parle avec Neymar, il parle au milieu avec Verratti et Rabiot, mais il parle très très peu avec Thiago Silva. Ils se comprennent, ils ont joué, je pense, assez souvent en sélection ensemble, mais il a plus la connexion avec Neymar et Verratti et Cavani qu'avec Thiago Silva ou même Areola, parce qu'Areola aussi va falloir que, je pense, voilà. On va parler de leur compatriote Wendell, qui est a priori pas officialisé, mais en tout cas très annoncé du côté du PSG. Son agent a parlé hier, le mercredi, le mercredi. Et donc c'est quasiment fait. Aujourd'hui, oui. on l'avait annoncé depuis le 22 octobre sur le site. Bon, c'était quasiment confirmé. Aujourd'hui, ça se confirme réellement avec les déclarations de l'agent entre mardi et mercredi. Thierry, tu avais quelque chose à dire sur ce sujet, sur le dossier Wendell. Je te laisse la parole, vas-y. Alors, pour vous décrire Wendell, c'est un milieu défensif, un numéro 8. Je précise que c'est un numéro 8 et non un numéro 6 comme la plupart des grands journalistes de notre pays le décrivent. C'est ce qui est dommage parce que c'est peut-être un numéro 6 que tu as besoin avec le départ de Matuidi qui n'a pas été compensé. Bah c'est ça. En fait, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, Enrique a pris Wendell, c'est pour compenser le départ de Matuidi, en fait. Un plan à venir. Mais le seul doute qui subsiste, qui pourrait faire aussi les affaires de Porto dans une sorte de triade, ce serait que Paris l'achète pour le prêter à Porto, pour qu'il s'habitue au foot européen dans lequel, ou sinon, pour contourner les fair play financiers, ça serait une triade. Comme je disais à Béchir, ça serait une sorte de TPO. Ça serait que Porto l'achète à 11 millions d'euros sur crédit du PSG et ensuite le prête avec option d'achat automatique. Ouais, mais en gros, il serait pas tout de suite au club. Ouais. Moi, ce que j'ai eu sur donc Wendell, pour avoir parlé, je crois que Béchir peut le confirmer. Moi, au tout départ, donc Wendell a été annoncé, on en parlait donc déjà au mercato d'été. Au mercato d'été, l'option c'était de prendre Wendell, le prêter à Porto, qui vendait dans cette option-là avec le prêt de Wendell, nous vendait Danilo. C'était un jeu à 3 bandes avec Danilo. Nous, on leur prêtait Wendell pendant 2 ans. C'était un prêt de 2 ans. Et nous, on étalait le paiement de Danilo sur 5 ans. C'est ça. Il y a aussi cette rumeur aussi qui disait que via Zahavi, ça pouvait aussi se décanter avec ça. C'est mon carton rouge de la semaine. Ça serait plutôt pour Gérard Lopez, qui fait n'importe quoi à Lille, qui a des dettes, qui croule sur les dettes, qui n'a pas payé, toujours pas payé le licenciement de Bielsa, estimé à 15 millions d'euros, qui doit je ne sais combien d'argent aux anciens propriétaires, notamment Sédou. Il n'a toujours pas remboursé l'argent que lui a prêté Sédou pour le mercato. Ouais, d'ailleurs, en fin d'émission, avant de conclure, je voudrais dire un petit mot là-dessus sur Lille, parce que voilà, j'aurai un petit mot à dire là-dessus. Mais c'est hors débat pour le moment. Mais bien vu, Thierry, d'en avoir parlé, c'est vrai. Alors, apparemment, la dernière news de Paris United, ce serait plutôt que Zahavi propose Wendell plus Paulinho, qui est le nouveau grand talent de Vasco da Gama, où évolue Néné, qui pourrait avoir un rôle à jouer en tant que médiateur, grand frère du joueur, parce que le joueur aime beaucoup Néné, qui est Paulinho, qui a 17 ans, qui est un... mais toi, Thierry, là, ce que vous me dites là depuis tout à l'heure, c'est des jeunes. C'est bien de miser sur l'avenir, mais là, quand on parle, par exemple, qu'il faudra peut-être se renforcer au mercato, si c'était possible, au milieu, par exemple, ça, c'est des joueurs que tu feras pas jouer tout de suite. Toi, c'est des paris sur l'avenir. Oui. Un joueur qui pourrait arriver. Voilà, un joueur qui pourrait arriver prochainement et puis qui puisse intégrer le groupe et puis qui puisse apporter au milieu de terrain. Là, c'est pas dans ceux que vous citez depuis tout à l'heure, tous les deux, Lloyd et Thierry. Non, malheureusement, l'option que tu as aussi, ce serait le prêter à Lille et de prendre Thiago Mendes de Lille. C'est ça aussi l'info qu'il faudrait tenir. Ça, c'est impossible avec l'interdiction de recruter par la DNCG de Lille. Ouais. Mais apparemment, avec un prêt de Lo Celso ou de quelques jeunes, en fait, qui feraient le trajet inverse, qui iraient à Lille. Ça serait une mauvaise idée, Lo Celso. Lo Celso serait une mauvaise idée, au contraire. Moi, je pense qu'il faut lui donner plus de temps de jeu parce que il a l'air d'avoir un bon potentiel, ce joueur.
Non, par contre, pour tu Lille, joues. c'est vrai. Hier, il y a Sacha qu'on parlait là sur la conversation de l'émission, et peut-être qu'il n'a pas tort, Sacha là-dessus, c'est que comment Lille, à savoir vu comment ça tourne, est-ce que bon, ils sont interdits de recruter, mais ils vont peut-être être obligés de vendre. Est-ce que tu n'as sont pas obligés un de ou deux joueurs que tu peux récupérer? Dans Thiago Ah. Maia, qui Oui. était très annoncé au PSG. Même lui s'annonçait au PSG, mais derrière, malheureusement, ça s'est pas fait à cause des places d'extra communautaires et éventuellement du fair play financier vu le mercato qu'on a fait. Donc oui, vraiment, on se pose la question si oui, est-ce qu'on va profiter de cette situation? Parce que là, Thiago Maia qui a été acheté à quoi 30-40 millions d'euros si je dis pas de bêtises. Là Ah non, aujourd'hui, c'est 16. Ah non, c'est Thiago qui, Maia, alors, il a acheté 10 millions, 10 millions 5, hein, 15 millions, il a été 16. acheté, Thiago. Ouais, 16. c'est pas, Avec alors bonus. c'est lequel? C'est Thiago Mendes qui a été acheté très cher. L'un d'eux- Alors, Thiago Mendes et Luis Arroyo, ils ont été payés 30 millions à eux deux. Ah d'accord. Voilà, je disais une bêtise alors. Donc, pardon. Après, donc c'est l'occasion ou jamais d'éventuellement faire Thiago Maia à un prix assez. on c'est va pas dire, l'idée d'Enrique. Hein. C'est Enrique Maia. Enrique, c'est lui qui a fait que Maia n'est pas venu au PSG cet été. Parce qu'il travaille parce sur que- Fabinho, on peut me dire ça, mais parce que pour moi, le profil ne lui correspond pas à un jeu européen. On le voit avec les joueurs qu'il a recrutés, il recrute beaucoup dans les pays sud-américains, mais il prend des profils qui sont déjà plus ou moins habitués au championnat d'Europe. Pour Après, réduire là, le temps d'adaptation, ouais. Après, là, les recrues, moi, de ce que j'ai, comme j'avais annoncé, donc il y a Wendell, ça c'est fait. Après, je pense qu'il sera prêté. Après, au niveau du numéro 6, il cherche, donc c'est sûrement un Portugais qui prendra. Après, est-ce qu'il joue au championnat du Portugal? Je crois pas. Il jouera la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Il sera libre de jouer la Ligue des Champions. Le gardien, parce que Enrique n'a pas confiance en Areola, et je crois que ça s'est assez vu, il l'a assez répété. Donc là, depuis quelques jours, il y a de nouveau le Mino Raiola qui est au fourneau et qui a fait annuler a priori la prolongation de Donnarumma. On sait que Nasser Donnarumma, c'était son objectif numéro 1 cet été. Hein, il l'a voulu. Il a fait une offre donc pour l'acheter quand sa clause est encore de 40 millions d'euros. Et là, la prolongation étant annulée, il lui reste que 6 mois de contrat. Le Milan AC a besoin de 25 millions d'euros pour rester encore possiblement en Ligue Europa. C'est encore Donc, un jeune, hein, Donnarumma, le souci. Toi. Oui, mais bon, par contre, il a déjà beaucoup d'expérience en Europe, du moins au Milan. Et quand on en parle, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le nouveau Buffon. Et même au même âge, il est un peu plus de talent. Et Oblak, qu'est-ce que tu penses de la piste Oblak? C'est trop cher. C'est trop cher et ça se fera pas en hiver. Déjà parce que là, il nous faut un gardien. Là, l'objectif d'Enrique est un gardien, un 6 et un quatrième défenseur. Et un latéral gauche, tu penses pas? Si, il est pour le moment, donc j'avais donné la piste Jonas Hector à gauche, que Enrique travaille avec Draxler qui pousse beaucoup pour le ramener au Paris Saint-Germain. Il joue à Cologne, il était blessé, donc il a refait 6 mois où il a fait 6 mois très très bons a priori. Et donc le PSG pousserait pour l'avoir. Donc pareil, on parle d'un transfert entre 10 et 15 millions d'euros pour Jonas Hector. Ouais, mais tout ça, un profil à la Yuri Berchiche, quoi. Malheureusement. Plus défensif. Après, pour moi, il est plus talentueux que Berchiche. Il a déjà plus d'expérience avec l'équipe d'Allemagne. Le souci là-dedans, tout ce que vous dites là, c'est que vous parlez de recrutement, vous parlez de millions, tout ça. Mais ce qu'on entend plus dans les grands médias, c'est qu'il faut plutôt vendre avant d'acheter au niveau du fair play financier, tu vois. Après, les ventes, on sait que, comme je disais, là, pour les ventes, on sait qu'on a Lucas qui va très fort. C'est fait à 99% son départ. Pour la Chine. Pour la Chine, à l'heure actuelle, c'est encore la Chine qui est dans les priorités. Hein. Donc, c'est soit la Chine, soit Tottenham. Le club anglais qui se cache, ça serait Tottenham. Donc, c'est des clubs qui auront moyen de mettre de l'argent sur Lucas. Après, donc, Pastore, Di Maria, même s'ils disent que ça se calme un peu pour Pastore, il a encore envie de partir. Di Maria, on le voit et il l'assume clairement, il veut partir et il partira au mercato d'hiver. Après, on a des joueurs quand même comme Ben Arfa qui peuvent partir. Pour Donnarumma, s'il vient, ce sera vraiment pour combler le départ de Trapp, qui est très fortement pressenti à Dortmund. Il veut jouer la Coupe du Monde en Allemagne, avec l'Allemagne, il a besoin de temps de jeu. S'il ne joue pas, et ça ne sera pas le cas avec Emery, hein, Emery ne le fera pas prendre d'office la place de Areola à partir de la deuxième partie de saison. Donc, il va partir. Et pour compléter pour tes infos, moi, m'avait déjà dit que
Donnarumma, c'était pas la seule piste qui était évoquée. Déjà, c'est un premier lieu. Que Ben Arfa pourrait signer à Leicester si Mahrez pouvait partir du côté de l'OM. Ouais, enfin, ça, c'est un peu un fantasme, comme il y a Claude Puel qui est arrivé là-bas aussi, tu vois. À mon avis. C'est aussi ça. Et puis, à gauche, on m'a dit qu'il y avait la piste Alexandro qui refuse de prolonger à la Juve, qui, je vous le rappelle, a été recruté par Enrique à Porto, qui plaît énormément à Enrique. Oui, mais ça, c'est des prix. Vas-y. C'est des prix qui sont plus pour cet été. Ils ont déjà joué la Ligue des Champions. Là, on parle vraiment sur le mercato d'hiver. Des joueurs qui sont libres de jouer la Ligue des Champions. On ne mettra pas 100 patates ou 60 millions, 80 millions d'euros sur des joueurs qui ne peuvent pas jouer la Ligue des Champions en deuxième partie de saison. En sachant en plus qu'on a les contrôles du fair play financier jusqu'au 30 juin. Voilà, et même pour Oblak, il a déjà joué la Ligue des Champions avec l'Atlético. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que dit Lloyd Terry. C'est que là, pour ce mercato, on va plus rester dans des pistes assez. Il n'y aura pas de stars. Voilà, il n'y aura pas de star, à part éventuellement pour Donnarumma, si ça peut se faire. Ce mec, c'est une star. Il n'a pas une très grosse carrière pour le moment, mais il a un très gros potentiel. C'est une star, mais pour le reste, c'est une star à un petit prix. Ils vont faire des retouches. Parce qu'en plus, si tu fais venir. Le mercato de janvier, c'est un mercato de retouche. C'est pas un mercato. Oui, parce qu'en plus, tu peux foutre le bordel dans le vestiaire. Hein. Tu fais venir un nouveau gardien pour prendre la place de l'autre, un nouvel arrière-gauche, et s'il n'y a pas de départ, ça peut foutre le bordel. Je pense que tu as surtout des postes stratégiques où tu dis là, pour la saison, on est un peu limite. Et au mercato d'été, oui, comme vous dites, là, c'est plus ça, c'est que tu prends du lourd des fois, tu fais une base de ton équipe. Mais là, c'est vraiment, tu rectifies certaines choses où tu dis, bah tiens, il me manque tel joueur ou tel joueur. Moi, par exemple, tu me dirais qu'on veut changer, on cherche un nouvel arrière gauche, mais qui apporte quelque chose. Un numéro 6 ou un milieu de terrain qui puisse venir aider au milieu de terrain parce que c'est un petit peu limite des fois. Ouais, je veux bien. Et encore, faut que ça soit quelqu'un qui puisse arriver et qui puisse être dans l'équipe et être à un bon niveau. Parce que pour la Ligue des Champions, par exemple, si tu veux faire jouer il y a un blessé ou un suspendu, il faut que le mec il soit capable de jouer. C'est ça le souci aussi, de ne pas prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un. Exactement. C'est un peu aussi ce qui s'est passé l'hiver dernier où on a pris Draxler qui en même temps a permis de relancer Di Maria. Parce que Di Maria a vu la concurrence de Draxler, ça l'a relancé. Donc des fois, il vaut mieux une recrue peut en relancer une autre. C'est ce qui peut se passer, par exemple, on peut prendre donc un défenseur qui va venir, ça sera un 4e, ce sera jamais le 3e. Par contre, l'arrière gauche, au point où on est aujourd'hui, Berchiche, Kurzawa, on sait que c'est clairement le point faible. Le numéro 6, on sait qu'aujourd'hui, il nous faut une doublure. Même si Mota va revenir, c'est pas le joueur qui va nous faire la fin de saison. Mota, on n'est pas certain qu'il puisse reprendre à 100%. Et puis, pour toi, quelles sont les pistes à part en numéro 6 qui peut être éligible en Ligue des Champions, qui joue dans le championnat portugais? En sachant que tous les clubs portugais jouent la Coupe d'Europe, en fait, pratiquement toutes. Moi, j'ai une piste c'est par déduction. Ça serait Renato Sanchez. Parce qu'en ce moment, à Swansea, ça se passe super mal. Son prêt va être arrêté à Swansea. Donc, c'est une piste qui peut être intéressante à prendre. En plus, en sachant qu'il a Jorge Mendes en agent et que Jorge Mendes doit à tout prix se rapprocher d'Antero Henrique. Après, ça part vraiment sur une déduction de ta part. Et puis même avec les relations entre Paris et le Bayern, tu penses que ça peut le faire quand même? Je pense que le Bayern, en ce moment, ils ont un rêve, c'est Draxler. Ils veulent Draxler, ils l'ont annoncé, ils vont avoir beaucoup de départs cet été. Ils en ont eu déjà un, c'est donc le Brésilien, je sais pas comment il s'appelait, qui est parti à la Juve. Il y a quand même Ribéry qui est en fin de carrière, Robben qui est en fin de carrière, et ils veulent Draxler. Le prétexte du Bayern Munich, c'est d'avoir toujours le capitaine de la sélection nationale. Draxler en Allemagne, c'est la star, c'est leur nouvelle pépite, et ils veulent l'avoir à Munich. Donc je pense que ça serait une mauvaise idée de séparer Draxler pour moi. Ah oui, pas tout de suite. Moi, pas au mercato d'hiver. Mais de toute façon, le Bayern n'achète pas non plus. Le seul truc le seul truc qui me déçoit aussi un peu, moi, c'est que si le club veut séparer deux joueurs à la limite, mais moi, ça c'est un autre débat. Mais d'ailleurs, on n'a pas fait d'émission la semaine dernière, mais c'était un de mes cartes rouges que je voulais faire, c'est que quand quelqu'un comme Pastore ou comme Di Maria, surtout Pastore, que beaucoup l'adorent et il y a une cote d'amour énorme auprès des supporters, des journalistes aussi.
et des consultants, mais tu essayes de gagner ta place. À un moment, quelqu'un comme Pastore qui a tellement été blessé, malheureusement, c'est ce qui handicape son parcours au PSG. Au lieu de penser à partir, essaye de gagner ta place. Après, si c'est le club qui veut vraiment se séparer d'eux, c'est un autre souci. Di Maria, c'est pareil. L'année dernière, il se remet bien en route parce qu'il voit Draxler arriver. Puis là, on voit qu'il a envie de partir. Je trouve ça dommage parce que c'est le problème du mercato d'hiver, c'est que tu sais qu'à un moment, tu peux partir. Mais le souci, c'est que moi je trouve que c'est capituler. Au contraire, essaye de gagner ta place. Quelque chose qu'ils ont jamais essayé aussi à Paris, parce que je crois que Di Maria veut pas le faire. C'est au milieu de terrain, il avait été très bon au milieu de terrain quand justement il gagne la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Ça a jamais été tenté. Est-ce que c'est lui qui veut pas? Moi, je sais pas. Ça, je comprends pas. Sa blessure pour Di Maria, il paye vraiment. Pour moi, c'est sa blessure en début de saison où il était encore titulaire dans la rotation entre Mbappé, Neymar. C'était plus pour la rotation avec Mbappé. Puis il s'est blessé. Il est revenu. Il nous a fait match kata 3 fois de suite. Et je comprends aussi là-dessus Emery. Le joueur veut plus jouer parce que il revient. Il voit que ça y est, les autres sont installés. Lui, il veut pas de la concurrence parce que clairement, il en veut pas. Ouais, mais tu vois, c'est ça. C'est ça que moi, j'arrive pas à entendre, c'est que quand tu es un grand. Di Maria sont sur le banc. Voilà, mais quand tu es un grand joueur, la concurrence, en plus c'est un grand joueur Di Maria, on peut dire ce qu'on veut, tu veux la regagner ta place, tu t'es fait piquer ta place, essaye de la regagner. Voilà, c'est pas la solution de toujours partir. C'est ce que je comprends pas. Après, pour Pastore, c'est un autre débat, c'est parce qu'il a souvent été blessé, malheureusement, tu vois. Mais je trouve ça dommage de vouloir partir et ne pas essayer de se battre justement pour récupérer cette place. Mais ça, après, c'est un choix. Après, c'est peut-être dans la gestion de groupe aussi. On sait pas ce qui se passe avec Unai Emery, avec dans tout le groupe. Est-ce qu'il y a des joueurs à qui ça passe pas? Et que il y en a, c'est plus la solution de facilité de partir. Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, la piste de Jean-Michel Seri est encore évoquée, Terry? Moi, je sais que certaines infos m'ont dit que Enrique est à fond sur le dossier Seri. C'est peut-être lui la piste numéro 6 envisagée pour éligible en Ligue des Champions parce qu'il a fait certes la Coupe d'Europe, mais il n'a fait que la Ligue Europa avec Nice. Je sais que le joueur, il aime Paris. Si tu as fait la Ligue Europa, tu peux faire la Ligue des Champions ou c'est mort parce que tu as fait une Coupe d'Europe? Tu peux. Oui, tu peux. Mais l'inverse est impossible. À contrario, c'est les règles magnifiques de l'UEFA. Moi, j'y crois pas à cette piste-là. Je veux dire rien qu'une chose, c'est que ça a plombé une bonne partie de la saison de Nice. La première partie, là, ils reviennent un peu, mais à un moment, ils étaient pas bien du tout. Et moi, j'ai bien peur s'ils font ça, par exemple, pour Seri. Il a mis du temps à revenir. Ça a foutu un peu le bordel parce qu'ils se voyaient partir au Barça et puis il reste. Et là, au mercato d'hiver, tu te retapes un truc comme ça. Je pense que le président, il va vite dire non, là, pas avant cet été, parce que ça a déjà foutu le bordel. Maintenant, on s'est remis droit dans notre saison. Tu vas lui remettre la tête à l'envers. Si jamais ça se fait pas et puis qu'il est déçu, il va du mal à se remettre dans sa saison encore en deuxième partie de saison. Moi, j'ai du mal à croire. Je pense qu'ils vont vite se faire stopper, dire non. Négociation mais pas là. Mais tu sais que Seri a été recruté par Enrique à Porto quand même. Ouais. Non, mais je te parle du côté de la vision du club de Nice. Tu vois? Oui, aussi. Mais je pense pas qu'ils vont fermer les yeux sur s'ils ont une offre de 30 ou 40 millions d'euros dessus. Je ne pense pas. Paris va mettre ce prix-là sur lui? Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, je me dis qu'avec les contrats rehaussés avec la QTA Authority, Nike, les Fly Emirates, en sachant que les départs de Lucas, grâce à Xavi, peut nous rapporter entre 40 et 35 millions d'euros entre la Chine et Tottenham, je me dis pourquoi pas. Franchement, je me dis pourquoi pas. Ouais, après les dépenser maintenant, ça serait un peu fort de café, mais les dépenser, c'est possible. Ouais, bon, c'est pas Football Manager. D'ailleurs, je termine par mon info. D'ailleurs, je termine pour dire que Paulinho de Vasco de Gama, ça devrait se faire. C'est ce qu'on m'a envoyé comme email tout à l'heure. Ça se fera. Ça se fera maximum l'été prochain, mais Néné, en échange, aurait la promesse d'une reconversion dans le staff en tant que recruteur à Paris. Affaire à suivre. Vas-y, pour conclure. Moi, j'aurais juste rapidement. Pour moi, déjà, le mercato, il va se baser sur est-ce que Unai Emery est encore là au mois de janvier?
D'accord. Ouais, tu me pousses, tu me pousses. fais une passerelle là, hein. Une passerelle magnifique. Ouais, je crois pas que ça se dit une passerelle. Enfin bref, on s'en fout. Le cas Emery, très rapidement, tu voulais en parler, Lloyd. Est-ce qu'il va rester ou pas, Emery? Pour moi, non. C'est la troisième fois qu'on évoque ça, parce que moi personnellement, j'y crois pas du tout. Même si tes informations sont magnifiques, mais j'y crois pas. Emery qui dégage. Pour moi, Unai Emery. Non. Pour moi, Unai Emery, de toute façon, il a perdu le vestiaire avec la remontada. On a continué, on a ramené des nouveaux joueurs en pensant que ça allait insouffler. Neymar, c'est quand même là, hein, ça insouffle un nouveau cycle. Mais derrière, Unai Emery, on le voit encore sur le match contre le Bayern, on l'a vu contre Strasbourg, du moment où on perd ou du moment où il y a la pression, les joueurs se délient, certains commencent même à parler, d'autres assument ne plus en vouloir. Hein. Il y en a qui ont clairement assumé que ça ne passait pas avec Unai Emery. C'est l'interview je crois que c'est Marquinhos après le match de Munich où il lui demande est-ce que vous êtes tous derrière l'entraîneur? Il a dit on est tous soudés en équipe. Et il parle pas de l'entraîneur, il refuse de parler de l'entraîneur. Donc c'est des joueurs qui continuent à parler et à se dire que voilà, derrière aujourd'hui, Unai Emery, il n'a pas la confiance de ses joueurs. Et donc pour toi c'est logique qu'il saute, parce que pour moi je me dis en tant que supporter, si on ramène un mec qui qu'il soit, hein, Guardiola, Ancelotti ou même un mec le meilleur du monde, il va te dire voilà, ou même Guy Lacombe, il va te dire moi j'ai besoin d'un temps d'adaptation. Et même si il perd n'importe quel match, il va te dire c'est normal, je viens d'arriver, il me faut du temps. Donc moi j'en connais. C'est un très gros risque. Il y en a. Moi je pense qu'il y en a un qui est libre, qui a déjà démontré que c'était un entraîneur qui est passé à Paris, c'est Carlo Ancelotti. Il a les épaules pour gagner la Ligue des Champions, il l'a fait avec le Real, il l'a gagné avec Milan, c'était sous notre ère, mais c'est un des entraîneurs qui a gagné la Ligue des Champions et qui est disponible. Il faut, si on prend un nouvel entraîneur, un entraîneur. Ouais. Là, on parle de ce que nous on pense, de ce que toi tu penses, mais concrètement, les informations qu'il y a aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a est-ce que Emery peut potentiellement sauter avant 2018? Ah oui, clairement oui. De toute façon, c'est simple, hein, il suffit de prendre l'actualité. En ce moment, on s'inquiète pour voir pourquoi Neymar est parti. On s'inquiète, on parle qu'on a détourné le sujet de la défaite du Bayern puisqu'on est premier et c'est très bien. Mais derrière, les autorités qatariennes, je pense qu'elles sont quand même encore à s'inquiéter de se dire Unai Emery n'a pas le contrôle du vestiaire. Si on me dit que Unai Emery, elle est d'accord pour que Neymar parte alors qu'on est en match de Coupe de France, même si on me dit qu'il n'aurait pas joué, on me dit qu'il est d'accord pour envoyer donc Neymar d'un côté et Rabiot de l'autre. Là, c'est Di Maria qui vient pas s'entraîner. Je pense que non. Je pense que là, il y a des signaux. Alors moi, si je peux rebondir sur toi, Lloyd, sur ce que tu as dit, pas sur toi. Tu vas croire que je t'aime pas parce que je suis jamais d'accord avec toi. Mais justement, c'est ce qui est intéressant de débattre là-dessus. Moi, je vais être très clair. Si Emery, déjà l'autre fois tu en as parlé de ça, mais là tu remets une couche. Pour moi, si le club il fait ça, ils ont vraiment rien compris et ils font n'importe quoi. Soit en début de saison, à part si tu n'avais pas d'entraîneur dispo, tu repars avec un autre entraîneur. À ce que j'ai entendu sur RMC, ils ont dit que Enrique, c'est quoi son nom déjà, Enrique, le directeur sportif? Antero Henrique. Voilà, je voulais pas faire d'erreur. Il voulait déjà un autre entraîneur. Il paraît que c'est pas trop sa tasse de thé. Il a fait déjà Simeone tout l'été. Hein. Tout l'été, on a eu l'actualité. C'était Simeone, Conte, Simeone. Ça a été. Il a fait des pieds et des mains pour ramener un des deux. Après, tu pars avec eux. Simeone, Georges Jesus aussi, je peux rajouter. Après, tu pars. Le problème, c'est que tu pars avec lui. Donc, tu finis la saison avec lui. Parce que là, par exemple, à la trêve, tu vas faire une comboirée où vous avez fait venir Ancelotti. Bon, à la limite. Benitez. Voilà, ça avait fait parler. Bon, Ancelotti, c'était un grand qui arrivait quand même, tu vois, même s'ils étaient premiers à l'époque. Parce que moi, je peux oui, il y a eu l'histoire de Benitez. Ouais, mais moi, ce que je veux t'expliquer, c'est que si tu fais ça, le message, comme tu dis, mais Benitez, c'est parce que le groupe, on voulait plus vraiment, et puis Zidane est arrivé, et puis ça a relancé le groupe, et puis on voit ce que ça a donné par la suite, hein, 2 Ligues des Champions, titre de champion, etc. Mais moi, je pense que ce serait pas une bonne chose parce que tu t'en débarrasses là à la trêve. Tu fais venir en plus quelqu'un qui est sur le marché. Toi, tu me parles d'Ancelotti. Alors, est-ce que les retours c'est bien? C'est pas toujours efficace. Quelqu'un qui revient dans son club. Après peut-être que lui, il a une revanche à prendre sur son premier passage. Mais en plus, moi, on en parlait l'autre fois. Tu me parlais un petit peu d'un intérim de 6 mois. Moi, je vois pas Ancelotti arriver déjà en cours de saison. Je sais pas s'il le ferait. Et puis venir pour 6 mois. Et imagine, par exemple, il part à la trêve. Il vient. Et tu te fais sortir en 8e de finale. Les Qataris, là-bas, tu crois que
bah, ça va recommencer après le débat sur Ancelotti. Tu as changé d'entraîneur, tu te fais quand même sortir. Au moins, là, pour moi, tu vas au bout du projet avec Unai Emery. Il le fait pas. Ce qui est clair, c'est s'il passe pas les huitièmes de finale, c'est au revoir, on change d'entraîneur à la limite. Mais là, moi, je trouve que c'est risqué parce que tu le changes à la trêve. Et puis, bah, si ça se passe mal comme le PSG Real avec un nouvel entraîneur, quid du nouvel entraîneur? Le débat sera sur ce nouvel entraîneur. À la limite, tu vas jusqu'en juin et en juin, tu changes d'entraîneur. À part s'il y a vraiment une scission, comme tu dis, au sein du groupe, où l'entraîneur, voilà, il a plus aucune crédibilité. Mais je sais pas si ça en est arrivé jusque-là pour le moment. Lloyd, il y a quelques semaines, excuse-moi de te couper, il y a quelques semaines, tu nous as lancé avec certitude quand même l'arrivée d'Antonio Conte. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour l'été? Tu l'as lancé pour janvier, toi. Ouais, Conte, c'est très tendu aussi à Chelsea, hein, c'est à peu près le même problème, sauf que lui avec des résultats. Conte, ce qui fait qu'ils ne veulent pas le virer, c'est une question financière avant tout, mais Conte ne prolonge pas, il a refusé de prolonger clairement. Son contrat il va pas le reprolonger, donc déjà c'est la première chose. Mais après aussi, il ne veut pas rester à Chelsea. Il y a eu donc le cas de Diego Costa où ça a été très très violent. Et là dernièrement, il y a eu le cas de David Luiz où ça a été pareil, où c'est même le président de Chelsea qui a dû intervenir. À l'heure actuelle, Conte, je pense qu'il sait que il joue la Ligue des Champions encore avec Chelsea. Il est passé pas loin de se faire éliminer. Je pense que s'il était éliminé, la question ne se poserait pas. Il était plus au mercato comme il serait là actuellement. Mais pour le moment, je confirme, Lloyd. Que pour le moment, Conte a récupéré un peu son vestiaire en se qualifiant pour les huitièmes de Ligue des Champions sur un retour où c'est un peu miraculeux, où il élimine l'Atlético Madrid, où pareil, qui aurait cru que l'Atlético Madrid sortirait pas de ce groupe? Très peu. Après, Conte, pour moi, sera l'entraîneur l'été prochain. Ça, je le dis, je le confirme. Et je pense encore que ce sera lui. Après, là, pour Unai Emery, ce qui se passe, c'est un peu, on peut prendre l'exemple Benitez, mais on peut aussi prendre l'exemple de l'entraîneur du Barça après qu'ils aient pris le 4-0. Le Barça a annoncé donc le départ de leur entraîneur aussitôt après le 4-0. Il a été au bout parce que de toute façon les entraîneurs n'étaient pas disponibles. Ils ont pris Valverde. Ils l'avaient annoncé que Valverde remplacerait Enrique juste après le 4-0. Nous, je pense que là, de toute façon, Paris est entré dans le nouveau cycle et se rend compte qu'ils n'ont pas été au bout de tous les changements, donc soit dans certains joueurs, mais aussi au niveau du staff, l'entraîneur dedans. Donc, pour toi, tu le confirmes ici, devant Terry, devant Xavier, devant moi et devant une centaine le procureur, que Unai Emery va pas passer le réveillon à Paris, qu'il va le passer peut-être à Séville ou je sais pas, mais pas à Paris. Pour moi, je vois pas Emery à la rentrée, je vois pas Emery en janvier au PSG. Mais il va passer le réveillon à Séville, mais il sera à Paris à la rentrée, tu verras. Je retiens le défi. Terry, on va laisser Terry réagir. Moi, mon avis, ça serait plutôt que ça serait Mauricio Pochettino qui arrive à Paris. Alors ça, c'est à la fin de l'été. Ouais. Ah oui, là, non, parce que là, moi, je te dis, c'est carrément impossible pour ma part, là, de Pochettino, là, vu comment ça marche à Tottenham. Ouais, non, en juin, je sais pas. Après, Pochettino, c'est clair, tu l'as connu comme joueur, comme entraîneur, c'est l'air d'être quelqu'un de pas mal du tout. C'est sûr que ce serait une bonne option aussi, voilà. Après, c'est beaucoup de si, et si. Là, Lloyd, quand il dit mois de janvier, c'est vraiment dans quelques jours, quoi. Donc, moi, ça me paraîtrait étonnant. Honnêtement, moi, je suis le premier à avoir une bonne mémoire. Et si ça dit vrai, je serais le premier à fermer la culpa et à dire, franchement, que t'as eu de superbes infos là-dessus. Il joue sa notoriété, là, quand même. Ouais, là, carrément. Écoute, chers amis, si jamais Lloyd a raison, je suis prêt à mettre ma teinture rouge avec écrit Vive Lloyd sur ma tête. Avec le drapeau de l'Italie sur mes cheveux. Je suis prêt à prendre le pari. Alors, mais on te le ressortira après, en janvier. Rapidement. C'est promis. Et après, je dirais que voilà, après, je me dis que Conte à Chelsea, il est dans une position difficile avec le départ des Menalo, qu'il a tout fait pour faire partir. Donc, maintenant qu'il a la main mise sur le pouvoir sportif, qu'il a demandé à Alexandro, qu'il a demandé à Alexis Sanchez et bien d'autres noms, je me dis qu'il va peut-être rester à Chelsea. Après, s'il vient à Paris, je serai le premier ravi, bien évidemment. En tout cas, c'est encore une affaire à suivre. Pour conclure le dernier débat très rapidement, en 5 minutes, les amis, qu'est-ce qui se passe à Lille? On l'a vu, c'est catastrophique.
Hier, la décision de la DGNCG. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. donc voilà. Voilà, Xavier, ouais. On passe. Xavier, je passe pour un con là. Xavier, ton avis dessus, très rapidement. Et moi, je vais m'entraîner entre-temps à dire DGNCG. Oh, vas-y. DNCG. Voilà. Je rappelle que le Sidi Ibrahim, c'est interdit, monsieur. Voilà. Mais ça arrive à tout le monde, t'inquiète pas, Bécher. Je suis pas pointu sur l'histoire de Lille, j'entends ce qu'on dit. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, c'est ce que j'ai mis ce matin sur mon compte Twitter. J'ai une grosse pensée pour les supporters lillois, parce que quand t'as un actionnaire qui arrive, un repreneur, et que t'espères que ça reparte et que ça se passe bien, et quand tu vois comment ça tourne à Lille, et en plus dans les médias, toi, en général, dans les médias, ils disent pas trop les choses, ou quand il y a des choses qu'ils osent pas trop dire au début, sauf quand c'est vraiment avéré et que c'est du concret. Et là, de plus en plus, vu ce qu'on entend, il paraît que c'est pas très rassurant. Et moi, j'ai une pensée pour les supporters lillois parce que j'espère, je pense à quand t'es supporter et que t'as peur de voir ton club couler, se faire rétrograder en D2 voire en national, et puis ça peut faire mal. Ils étaient pleins d'ambition, ils étaient pleins d'espoir en plus en le voyant arriver. En plus le projet au début ça avait l'air sympa, c'est excitant, et j'espère pour eux que ça va se remettre dans le droit chemin, et surtout qu'ils vont pas couler qu'ils arrivent à rectifier ça un minimum, parce que ça fait peur pour eux, parce que tu sais, la DNCG en France, ils se grattent pas pour si ça va pas, ils te feront descendre. Et j'ai peur pour Lille, et j'espère que le projet de Gérard Lopez, c'était pas un plan comme certains pensaient, qui était pas fiable. Et d'ailleurs, au passage, Marguerite Louis Dreyfus, à l'époque, qui avait pas voulu de ce projet-là, on sait qu'elle est partie en mauvais termes de l'OM. Elle a eu une bonne idée de pas le faire reprendre l'OM par lui à la limite, et que finalement le projet de McCourt était peut-être plus crédible pour l'OM, même si peut-être que le projet de Lopez à l'OM aurait marché, on peut pas savoir. Après, moi, je peux juste faire une petite parenthèse sur Lopez. Lopez, il a quitté, donc avant, il était dans la Formule 1, Renault F1 Team. Il l'a laissé en dépôt de bilan. Une écurie qui est aussi majestueuse, aussi classe que Renault. Il a réussi à les mettre en dépôt de bilan. Il se ramène à Lille, et là, il est en train de refaire exactement la même chose. Avec des investisseurs qui sont des banques qui le lâchent au bout de 2-3 mois. Des groupes financiers qui sont en train de le lâcher à tout va. On a vu des banques luxembourgeoises, je crois, qui ont demandé des remboursements immédiats, qui cessaient tous les prêts. Et alors que c'était sur 5 à 10 ans. Donc ça commence à sentir très mauvais pour Lille. Malheureusement pour eux, on peut craindre qu'ils soient clairement virés par la DNCG. Hein. Ouais, ce que j'ai entendu en plus, c'est qu'ils avaient tablé sur une 5e place pour pouvoir refaire des ventes après, faire un peu comme ça a été fait à Monaco à une période. Tu prends des jeunes, et puis ça marche bien, et puis tu les vends et tu fais des plus-values. Le souci, c'est que là, comme tu dis, ça marche pas tellement bien au contraire, et puis que peut-être ceux qui voulaient mettre de l'argent, mais ils réfléchissent à 2 fois. Le souci, c'est que le club, il peut se retrouver dans une merde monumentale, et toi, quand tu es supporter, que tu sois parisien, marseillais, lyonnais, stéphanois ou n'importe quoi, n'importe quel club, franchement, ça fait peur, parce que tu as toujours peur qu'il t'arrive ça dans ton club. On a connu à Paris à l'époque où il y avait Colonie Capital, où ça faisait peur un petit peu, mais bon, le club a failli descendre très bas à un moment, il l'a pas fait. Et j'espère que Lille, ça va pas être le cas, surtout que, comme tu dis, la DNCG, quand ils se mettent sur ton paletot, ils vont pas leur faire de cadeaux, surtout en France. Moi, je dis juste, je terminerai par cette phrase un peu pas très marrante pour les Lillois. Le chat est arrosé, parce que je me souviens que les Lillois ont été les premiers à se moquer des devoirs de Lens avec Mamadov. Et là, je me dis que là, maintenant, ils vont peut-être se retrouver dans la même position. Donc, moi, pour Lille, je serais très inquiet, parce que Gérard Lopez, quand même, quand on connaît tout ce qu'il a fait pour Lotus F1, comme disait Lloyd, en coulant cette équipe de Formule 1 alors qu'elle avait tout pour réussir dans le championnat du monde de F1, je me dis que je ne peux être que inquiet pour Lille, mais je me dis et j'espère pour eux que Lille, pour la mémoire de Michel Sédou, qui est un super président, aura ce sursaut d'orgueil et pourra rebondir et sera dans les 5 premiers de notre championnat, à la place où il doit être. En tout cas, on souhaite bonne chance aux Lillois, et surtout aux supporters lillois.
et on leur souhaite bon courage. Et puis, petite dédicace à la DNCG. Voilà, je l'ai bien prononcé comme ça. Voilà, en tout cas. Magnifique. La DNCG. En tout cas, merci à vous, les amis. Terry, pour ta première. Bienvenue à toi dans l'équipe. Tu as été super. En tout cas, c'est aux auditeurs de juger, mais tu as été super. Bravo. Gardez-moi, votez numéro 1. Bravo pour ta dernière. Bravo pour la dernière de Terry. Merci. Non, je plaisante. Ouais, c'était très bien d'avoir fait cette émission avec Terry pour la première fois. Et puis avec Lloyd, je suis pas d'accord avec toi, mais je serai le premier à dire si tu t'es pas trompé dans toutes tes infos. Et de toute façon, il y a que ceux qui disent rien qui font pas d'erreur, tu me diras. Voilà. Non, c'était une très bonne émission et Béchir, parfait, comme d'habitude à l'animation. DNCG, c'est pas bien grave. On n'aura pas souvent à le dire, je pense. On n'en parlera pas souvent. Ouais. En tout cas, des petites dédicaces à ceux qui travaillent à la DNCG. Voilà, je le répète à chaque fois. Voilà. Xavier, merci à toi. Comme d'habitude, superbe. On est en train de s'encenser mutuellement là, ça fait plaisir. Les autres le font pas, je vois pas pourquoi on le ferait pas nous à notre place. Hein. Merci. Je voulais faire une dédicace. Je voulais faire une petite dédicace à tous mes fans d'outre-mer. Dédicace à eux. Oui, chez moi aux Antilles. Même si à la Guadeloupe et à la Martinique, ainsi que tous les départements d'outre-mer. Dédicace à tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier en tout cas. Xavier, Terry, Lloyd, merci à toutes et à tous. Merci à vous déjà et merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la prochaine. Merci à vous et à la prochaine les amis. Au revoir. Why I wanna stay when they all leave? Should I smoke your alcohol or drink some weed? Shit, I'm confused, what the fuck am I saying? On your pussy, I'ma go Super Saiyan.